où là-bas? Celui peut-être. Elle était stationnée? La France, elle devrait vraiment faire quelque chose. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir devant ce qui a été qualifié le mur de la honte, accompagné de Karine Franclet, qui est maire d'Aubervilliers, François Dagneau, maire du 19e arrondissement, et moi-même, Bertrand Kern, maire de Pantin. Le 24 septembre 2021, un vendredi matin, nous apprenons que le camp de craqueurs, de consommateurs de crack qui était au Jardin des Halles était déplacé porte de la Villette, dans le square Forceval. Nous n'avons pas été concertés, nous n'avons pas été prévenus de cela. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, interrogé par un député 4 jours plus tard lors des questions d'actualité, avait répondu « mais ce camp n'est déplacé que pour quelques heures, quelques jours au maximum ». Et il avait rajouté « nous l'avons mis là parce qu'il n'y a pas de riverains à proximité ». Mesdames, Messieurs, vous pouvez vous retourner sur le quartier Pantin-Aubervilliers des 4 Chemins. Il n'y a pas moins de 25 000 personnes qui habitent et qui, depuis un an, souffrent. Alors, depuis un an, nous avons multiplié les manifestations. Nous avons multiplié les saisies du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, du préfet de police de Paris, du préfet de région de Paris, d'Île-de-France, qui a en charge le plan crack. Et à part une visioconférence au début du mois d'octobre 2021, rien. Rien ne s'est passé. Rien n'a bougé. Et depuis, la situation s'est détériorée. Les commerces des 4 chemins ont perdu entre 20 et 30% de chiffre d'affaires. Le patron d'Intermarché, aujourd'hui, paye plus cher ses vigiles que son loyer. Une association de solidarité comme Emmaüs Coup de Main n'en peut plus. Sa devanture a été cassée à plusieurs reprises. Les portes de cette association ont été forcées à plusieurs reprises, à un tel point qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'ils veulent quitter le quartier. Les gens qui habitent ce quartier vivent l'enfer. Ils vivent l'enfer. Ils sont agressés. Leur voiture est cassée. Les portes d'entrée des immeubles sont défoncées. Certains consommateurs de crack qui perdent tout leur contrôle lorsqu'ils consomment cette drogue vont uriner, vont déféquer dans les halls d'entrée. Le matin, ils trouvent des consommateurs de crack qui dorment sur leur palier. Donc on est dans une situation qui est devenue intenable, c'est devenu l'enfer pour nos populations. Mais c'est aussi l'enfer pour ces consommateurs de crack. Parce que quand vous passez devant le camp, on est dans une situation qui est indigne de la République française. Vous avez des hommes et des femmes qui sont complètement addicts à cette drogue, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pour certains d'entre eux qui relèvent de la psychiatrie. Et c'est ce que nous demandons d'ailleurs, qu'ils soient pris en charge au niveau psychiatrique. D'autres qui voudraient s'en sortir, mais qui n'ont pas de parcours thérapeutique qui leur est proposé. Et d'autres enfin qui pourraient faire l'objet d'une consommation contrôlée de manière à essayer de réguler tout cela. Et donc depuis un an, rien n'a bougé. Rien n'a bougé, sauf depuis le mois de juillet, on sent un petit frémissement. On sent un petit frémissement parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui viennent d'arriver dans ce dossier. Il y a d'abord le côté sécuritaire avec le préfet de police de Paris, M. Nunez, qui, depuis la fin du mois d'août, multiplie les opérations de police. Je vous le dis, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les interpellations des dealers, des mots doux, qui peuvent avoir lieu, l'interpellation et les contrôles d'identité qui ont lieu, sur le site et sur le camp, ça apaise la situation, ça apaise le quartier, ça permet de renouer le dialogue, mais dès qu'ils sont repartis, ça recommence. Le soir, c'est 500, 600, parfois 700 personnes qui viennent faire la fête dans des conditions qui sont indignes. Sur le camp, il y a une misère humaine, une détresse humaine incommensurable. On nous rapporte des faits de viol, de prostitution. On nous rapporte des faits de trafic en tout genre qui vont bien au-delà de la consommation de crack. Donc, avec Karine Franclet, nous avons décidé plusieurs actions. La première, symboliquement, sur la grille de l'hôtel de ville de Pantin, à Aubervilliers aussi, nous avons mis une banderole. Alors moi, j'ai mis que
Il nous avait dit quelques heures, quelques jours. Depuis un an, enfin depuis tant de jours, avec un compteur qui égrène les jours qui passent, le ministre de l'Intérieur nous ment. Et on demande le slogan qui est celui des collectifs anti-crack, qui est celui du collectif Paris-Villette, Village, c'est « Soignez-les, protégez-nous ». Et donc, nous dénonçons le fait que le ministre de l'Intérieur nous ment depuis un an. La deuxième chose, nous avons décidé de saisir, en tant que citoyens, parce qu'elle n'est pas compétente pour des conflits et des contentieux entre deux personnes morales de droit public, nous avons décidé de saisir Madame la défenseure des droits. Elle est compétente lorsque les droits et les libertés ne sont plus assurés par l'État. Nous considérons que dans le quartier des Quatre Chemins à Pantin, Aubervilliers, dans le 19e arrondissement, les droits et les libertés qui sont constitutionnelles, qui sont les premières qui doivent être assurées à nos concitoyens, ne sont plus assurées par l'État. Et nous demandons à la défenseure des droits d'enjoindre l'État à rétablir ces libertés et ces droits pour nos concitoyens qui habitent le quartier des Quatre Chemins. On a eu, tous les trois, nous avons engagé plusieurs recours devant les tribunaux. En référé, nous n'avons pas obtenu satisfaction et ces recours sont pendants devant les juridictions. Et aujourd'hui, nous savons que si une décision est prise, elle ne sera pas prise par les juridictions, elle ne sera pas prise avant plusieurs mois. Donc nous demandons aujourd'hui l'évacuation du camp. Nous demandons son évacuation. Nous demandons à la défenseure des droits de rétablir nos droits et nos libertés. Et nous demandons cette évacuation avec une mise à l'abri et une prise en charge sociale et médicale des consommateurs de crack. Enfin, nous organisons une manifestation parce que samedi, dans 2 jours, ça sera les 1 an de l'installation et du déménagement et de l'installation du camp de consommateurs de crack au square Forceval sur Paris 19e. Nous manifesterons donc samedi prochain. Nous partirons de nos mairies respectives à 16 h pour converger ici afin de démontrer notre colère. La lettre de défenseur des droits, c'est un citoyen qui se saisit, c'est le citoyen maire de Pantin, la citoyenne maire d'Aubervilliers qui saisissent la défenseur des droits, et nous avons distribué dans les boîtes aux lettres de nos villes une lettre de saisine du défenseur des droits parce que nous pensons que plus les citoyens seront nombreux à la saisir, plus elle sera sensibilisée et plus elle nous permettra d'obtenir satisfaction. Juste, je conclus, 80 lettres. 80 lettres de Pantinoises et de Pantinois qui expriment leur désarroi, leur désespoir par rapport à cette situation qui est intenable. 80 lettres que j'amènerai au préfet de police de Paris qui nous a accordé un rendez-vous au début du mois d'octobre. Merci de votre attention. Madame Franclet va prendre la parole, Monsieur Dagneau, et après on répond aux questions-réponses. On vous répondra après. Bonjour à tous, je pense que Bertrand Kern a parfaitement résumé ce que nous vivons et ce que nous demandons, toutes les actions que nous avons pu mettre en œuvre depuis 1 an. On a décidé avec donc, le maire de Pantin, le maire du 19e, de faire des actions collectives aussi en soutien des collectifs d'habitants. Il y a maintenant 1 an, quasiment jour pour jour, ça a été d'une violence inouïe, tant sur le fond que sur la forme, parce que à la fois ces personnes qui sont donc malades d'addiction au crack, donc on sait que le traitement est extrêmement compliqué, les déplacer encore une fois sans solution pour les accompagner littéralement vers la mort dans la boue tout l'hiver, et puis là encore cet été dans des conditions inacceptables, ça c'était déjà extrêmement violent d'un point de vue humain. Et puis aussi
pour nos habitants. Le fait, ces mots, de dire qu'il n'y avait pas de riverains, ça a été vraiment, on les a entendus, on les a écoutés et on sent leur colère gronder, monter légitimement parce que ça a accentué ce sentiment de relégation et puis ce déplacement sans concertation, il était tout simplement inacceptable. Et de voir que là, 1 an après, rien n'a changé. On peut absolument pas tolérer cela et voilà, ça accroît. Moi, ce que j'entends tous les jours, c'est de se dire on est donc du mauvais côté du périph'. Depuis des années, on est délaissé. Et puis là, on se bat dans nos villes, pied à pied, pour essayer d'apporter à nos habitants un cadre de vie plus agréable, plus de sécurité. Eh bien, voilà, que fait-on? On rajoute des difficultés aux difficultés, on rajoute de la fragilité à la fragilité. Donc, pour les habitants, c'est aussi inacceptable et c'est pour ça que nous sommes extrêmement en colère et déterminés, même s'il faut quand même voir, il y a une petite lueur d'espoir depuis cet été avec des opérations qui sont quand même de plus en plus nombreuses. Et puis on pense aussi mais à nos polices municipales qui sont éprouvées, à nos polices commissariat de Pantin, au commissariat d'Aubervilliers qui eux aussi ont une surcharge de travail énorme et qui font voilà, un travail d'apaisement. Ils sont là pour protéger nos habitants. Donc pour eux aussi, la tâche est rendue encore plus difficile. Et vraiment rappeler notre détermination. Et puis je pense que c'est le collectif, voilà, le message qui avait été trouvé par un collectif d'habitants. Soignez-les, protégez-nous, résume absolument ce que nous voulons. Il faut des structures adaptées, mais des structures adaptées qui ne soient pas sur des territoires qui cumulent déjà tant de fragilité. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Bertrand, merci Karine. Depuis 1 an que nous portons ensemble la mobilisation de nos concitoyens face à cette situation qui nous a été imposée. Je crois que c'est une force que nous nous sommes donnés de pouvoir travailler ensemble spontanément. Et c'est vrai qu'à travers le travail commun des maires de Pantin, d'Aubervilliers et du 19e arrondissement, à travers la mobilisation de nos concitoyens, nous avons partie liée. Et c'est une force quelque part que nous nous sommes donnés pour faire face à cette situation. Depuis bientôt 1 an, chaque jour de plus est un jour de trop. Et pour les habitants des 4 chemins, Pantin-Aubervilliers, pour les habitants du 19e arrondissement, qui eux aussi sont du mauvais côté du périphérique, c'est l'année l'annus horribilis. Et nous sommes là pour relayer, témoigner, porter l'épuisement et la détermination aussi des habitants et des élus. L'épuisement, parce que ça a été dit, il faut le mesurer, c'est une situation d'une extrême violence qui est faite et imposée à l'ensemble des habitants de nos quartiers. La violence, elle se fait à travers des agressions, elle se fait à travers des intrusions dans les immeubles. C'est une pression permanente que des gens malades, que des gens en souffrance font peser sur les gens qui vivent autour d'eux. Et cette situation-là, elle est définitivement insupportable. J'en ai assez de passer trop de temps à appeler les enfants. J'ai encore eu le cas récemment, le fils d'un monsieur de 92 ans, agressé dans le 19e arrondissement à la sortie d'un distributeur de banque dont on n'est plus tout à fait sûr qu'il puisse un jour retrouver la vie qu'il avait jusqu'à présent. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer et reconnaissons que les pouvoirs publics semblent tolérer ici ce qu'on ne tolérerait nulle part ailleurs. Il faut le dire clairement, je crois que tout le monde l'a compris, ce qui se passe ici, ça ne se passerait sans doute pas ailleurs que dans les quartiers populaires où les habitants sont même déniés dans leur existence d'habitants et où on se dit que finalement ils pourront bien supporter ce qu'on veut leur imposer. Donc sur le campement de Forceval, il y a des délinquants et des malades. Les délinquants n'ont pas leur place. Les trafiquants, ceux qui tiennent les réseaux de trafic, les mots-doux, tous les réseaux qui font commerce de mort avec ce dérivé de la cocaïne, il faut absolument continuer à mettre la pression.
Je veux à mon tour saluer l'implication supplémentaire, incontestablement, depuis l'arrivée du préfet Nunez des services de police, avec des actions, des interpellations plus régulières, ce qui montre aussi, à contrario, comme nous l'avons dit depuis le début, qu'il y avait des marges de progression et que la pression qu'on met maintenant, on aurait dû la mettre depuis le début. Mais en même temps, nous sommes très lucides, et les habitants le sont aussi, et c'est important de le relever. Chacun a compris que si les actions de police, si la répression contre les trafics est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, on a au-dessus, avec des délinquants, on a des malades, des gens qui sont en souffrance, des gens qui se baladent à moitié à poil dans le quartier, qui sont affalés par terre aux entrées des immeubles, qui errent dans les rues totalement hagards. Ces gens-là n'ont pas leur place dans l'espace public. Ces gens-là ont besoin d'être pris en charge dans un environnement adapté. En secteur psychiatrique, pour les cas les plus lourds, qui sont les plus anxiogènes dans leur façon de déambuler dans l'espace public et de mettre sous pression les habitants, dans des services d'addictologie, parce qu'effectivement le sujet c'est de soigner des gens en addiction profonde, avec malheureusement cette drogue, la plus pourrie de toutes les drogues, qui cumule tous les inconvénients, facile à produire, facile à acheter, sans produit de substitution, il n'y a pas d'obstacle prix, ça coûte pas grand chose et c'est très très vite addictif. Donc on cumule tous les handicaps, raison de plus pour démultiplier les réponses médico-sociales qui sont indispensables. Dans l'état où sont ces consommateurs, ils ont moins besoin d'être accompagnés dans leur consommation que d'être traités dans leur addiction, et c'est ça que nous devons aujourd'hui mettre en place. Donc l'État soit n'est pas au rendez-vous, ou quand il est de façon très partielle. On a aujourd'hui comme interlocuteurs principaux le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, qui agit dans le registre forcément limité qui est le sien. On a besoin davantage de pouvoir être en coopération, en collaboration avec le ministère de la Santé. Mais depuis le début, chacun le voit, le ministère de la Santé reste le grand absent de ces débats, et nous sommes là avec les habitants pour rappeler que nous ne sommes pas dans un discours de chassez-les un peu plus loin. Mais nous voulons, parce que c'est insupportable aussi sur le plan humain, d'être dans sa vie quotidienne confronté à cette déchéance humaine, à cette misère humaine, à ce délabrement psychique, physique de ces femmes et de ces hommes qui sont évidemment des humains et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc c'est ça que nous demandons, en rappelant que cette situation-là, nous ne pouvons pas continuer à l'accepter, on ne l'accepte pas de fait, ça ne peut pas durer. Il faut vraiment arrêter les dégâts, trouver très très vite l'ensemble des solutions nécessaires. Il y a une diversité de solutions et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il y aurait une seule réponse à apporter. Il y a une diversité des publics, à cette diversité des publics, il faut apporter une diversité des réponses en mobilisant tous les leviers, le tarissement du trafic, le médico-social, et puis ne jamais oublier que cette scène-là, elle a été installée au milieu de quartiers habités, et que les habitants de Pontin d'Aubervilliers et du 19e arrondissement, comme tous les autres citoyens de ce pays, ont droit à vivre en sécurité, en liberté, et de ne pas être confrontés en permanence à ce spectacle insupportable d'une misère laissée à elle-même. Merci. On vous propose maintenant questions-réponses. Si vous êtes représenté à un média, merci de vous présenter et on va répondre en fonction de à qui s'adresse la question. Alors, il y a un micro qui peut passer ? Bonjour. Bonjour. Jeanne Ganker pour CNews. J'ai une petite question. Concrètement, les habitants, ce qu'ils voudraient savoir surtout, c'est d'accord, ils comprennent que d'ici, tant que le ministère ne vous aide pas, vous pouvez rien faire, mais concrètement, vous leur dites quoi là sur leur quotidien les prochains jours ? Eux, c'est ça qu'ils comprennent pas. Ils entendent qu'il faut travailler main dans la main, mais là, concrètement. Merci. Je pense qu'on est à ce niveau-là au même titre que les habitants, parce que malheureusement, en tant que maire, on n'a pas la compétence. On nous a installé ce camp sans même nous demander notre avis. Je pense que les habitants, et on est en dialogue permanent avec eux, ont bien conscience que c'est pas leur maire qui va pouvoir prendre la décision de les déplacer. Sinon, ça aurait été fait depuis bien longtemps. Donc on est
toujours à l'écoute. On est mobilisé avec notre police municipale, nos polices municipales respectives, nos polices nationales pour essayer de les protéger au maximum. Mais sur le déplacement pur et dur, ils savent très bien que cela dépend malheureusement pas de nous. Ça dépend de qui, alors, De l'État. Oui, alors, le ministère de l'Intérieur, le jour, on les a vus, on a parlé au préfet qui, lui, nous disait que ça dépendait pas de lui. Donc en fait, c'est une succession En tout cas, je ne sais pas de quel ministère ça déni dépend, mais ça dépend pas des villes. Ça, c'est Non, sûr. j'entends bien, mais à un moment donné, quand on vous entend, là, c'est une succession de dénis de responsabilité. Alors, il faut que les choses soient claires. Les gens qui sont en errance sur la voie publique relèvent de l'hébergement d'urgence, qui est une compétence État. Le Conseil d'État, dans les 5 années qui viennent de s'écouler, l'a réaffirmé à plusieurs reprises. Ça, c'est la première des choses. Les consommateurs de crack sont des personnes qui sont en errance sur la voie publique. La deuxième chose, la répression du trafic de drogue. La répression du trafic de drogue relève de la police nationale. Ce n'est pas la police municipale qui peut arrêter les auteurs de crimes et délits. C'est la police nationale. C'est donc une double compétence État. Il faut que ça soit très clair. Ce n'est pas une compétence. Comment voulez-vous que la maire d'Aubervilliers ou le maire de Pantin ouvre une structure d'accueil médico-social pour accueillir 250 personnes? C'est impossible. D'abord, c'est pas notre compétence, c'est pas notre rôle. Mais en plus de ça, nous n'en avons absolument pas les moyens. Absolument pas les moyens. Donc il faut que les choses soient très claires par rapport à cela. C'est à l'État de prendre en charge. Et puis, rappelons-nous, qui a déplacé le camp Porte de la Villette sur le square Forceval? C'est le préfet de police sur ordre du ministre de l'Intérieur. Justement, le préfet de police, l'autre jour, il était là, il a fait arrêter 14 personnes. 14 personnes sur les, vous venez de dire 200 personnes, il y en a beaucoup plus un certain soir. Donc, après ces 14 personnes, c'est ce que je disais, mais ok, on a arrêté 14 personnes, mais qu'est-ce qu'on fait après? Alors, monsieur, il y a un fait qui est incontestable et qui ne fera pas débat. C'est que le 24 septembre 2021, ce sont des bus affrétés par la préfecture de police qui ont amené sur le square Forceval les dealers et les usagers de drogue qui étaient au Jardin des Halles précédemment. Donc, sur l'origine de cette situation, je crois qu'il n'y a pas de débat et les faits sont parfaitement établis. Sur qui fait quoi? Nous, on n'est pas là pour dire autre chose que on a besoin de la mobilisation, de l'engagement de tout le monde. Et dans cette mobilisation, nous y avons, nous, collectivités, notre part. Mais notre part, elle ne peut pas être décisionnelle, elle ne peut pas être décisive. Les services de propreté de nos communes sont hyper mobilisés. Nos polices municipales sont hyper mobilisées. Nous avons passé beaucoup de temps ces derniers jours à faciliter, favoriser la présence d'un bus médico-social, par exemple, qui apporte en urgence une première réponse. Mais c'est du bricolage, ça reste en tout cas du bricolage. Donc je crois qu'on l'a dit les uns les autres très clairement. Action nécessaire sur le tarissement du trafic, c'est une pression permanente, même si tout le monde est conscient, et le préfet de police le premier, que si c'est une condition nécessaire, elle ne sera pas suffisante. Nécessité de prendre en charge médicalement, situation par situation, du secteur psychiatrique au secteur addictologie, des personnes qui sont malades, qui sont en souffrance et qui sont en danger pour elles-mêmes et qui représentent un danger pour tous les autres. Et là, vous comprenez bien que ce n'est pas le maire de Pantin, ni la maire d'Aubervilliers, ni le maire du 19e arrondissement qui peut mobiliser des lits dans les hôpitaux français et développer des services médicaux adaptés face à une situation qui n'a pas d'équivalent. Parce que les réponses et les dispositifs qui ont montré leur efficacité, par exemple en matière de réduction des risques, s'agissant de drogue par injection, montrent aujourd'hui leurs limites. Il y a sans doute des acquis qu'il faut pouvoir garder, mais on voit bien que le crack, c'est un sujet nouveau et qui nécessite des réponses nouvelles. C'est une drogue il n'y a pas de produit de substitution. C'est pas un détail, c'est que toute la démarche de réduction des risques, elle repose sur le recours et le passage progressif à des produits de substitution. Comment fait-on de l'accompagnement et de la sortie d'addiction pour une drogue extrêmement addictive pour laquelle il n'existe pas de produit de substitution? C'est une question pour laquelle on a besoin de la mobilisation, bien sûr, des élus et des citoyens que nous sommes, mais plus encore des autorités médicales et sanitaires de ce pays. Et c'est là qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'un grand silence. Alors, on nous dit qu'il y a une actualisation du plan crack qui était à 9 millions, qui est monté à 25 millions. Entre parenthèses,
25 à 30 millions, c'est 25% du budget de la ville de Pantin. Vous voyez un peu que faudrait que je ferme des écoles pour assurer ce plan. Donc c'est quelque chose qui est inenvisageable. Donc on nous dit qu'il va y avoir que le préfet de région travaille à une actualisation du plan CRAC. Il y a des rumeurs qui courent, qui disent qu'il y aurait des annonces qui seraient faites dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors, d'autres questions? Oui. Oui. Je suis une... Depuis deux... Je veux pas te filmer. Depuis 2016, on passe au combat. Moi, on me fait comprendre. Moi, on me fait comprendre qu'à l'État, c'est d'abord à mon maire. Mon maire, après le préfet, et ainsi de suite. Excusez-moi, madame, je voudrais finir. Mais que nous, en tant que citoyens, la première question objective, papa, c'est d'abord le maire. C'est d'abord une question. Tout à l'heure, vous avez dit, monsieur, que vous avez fait la signature de vos deux mairies. Pourquoi ne pas avoir rejoint aussi les habitants du 19e qui, depuis 2016, ont subi avec Kedgemap, qui sont passés à Éole, qui sont passés à Stalingrad, et vous savez, monsieur Dagneau, parce que vous nous connaissez tout le collectif que nous avons compris au niveau des citoyens, on les a déplacés à la Villette. Pourquoi la Villette? Parce que c'est un quartier qui est un peu loin, soi-disant, des habitats. C'est comme ça que ça a été donné. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que vous commencez à vous rendre compte de la chose, et que ça fait que depuis que M. Nunez a été nommé en tant que préfet, parce que ça fait que très peu de temps qu'il est nommé, depuis le 20 juillet, qu'en est-il? Que j'ai l'impression que c'est que maintenant que vous commencez à prendre considération que l'État va bouger. Non, l'État ne va pas que bouger, parce qu'on doit bouger tous ensemble. Et on a l'impression qu'il y a certains collectifs d'habitants qui sont laissés de côté. Et comme je vous avais écrit la dernière fois, que ce soit de Rosa Parks ou de Jourdain dans le 19e, on subit tous du crack. Et à un moment donné, comment aider ces gens-là? Comment nous aider? Parce que nous, si on ne paye pas nos loyers, on est viré de nos appartements. Par contre, à un moment donné, personne ne nous aide. Donc, c'est une détresse sociale, mentale, physique, psychique que nous, citoyens, subissons. Mais vous, vous êtes les élus. On vous a élus. Donc, aidez-nous. Avant d'arriver à Monsieur le Macron, on commence par vous. Vous élire, vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à un moment donné, on dit que c'est la police, c'est l'État, l'État, c'est la municipalité, mais nous, les citoyens, on est ballottés d'un service à un autre. La signature, pourquoi ce ne s'était pas le fait avec des citoyens du 19e? C'est ce que je voulais vous demander par rapport à Madame la défenseur des droits. Vous voyez ce que je veux dire? Ou je ne parle pas français? Moi, je me permets juste répondre sur... on n'a pas attendu aujourd'hui pour agir et je pense qu'on est mobilisé. Moi, ça fait qu'1 an que je vous vois. Vous mobilisez. Voilà, moi je suis là depuis 2 ans personnellement, hein, donc c'était compliqué d'être là avant. On est mobilisé sur cette question-là dès le premier jour. Quand on a appris par les médias que se passait ce compte, tout de suite on s'est mobilisé, on s'est rassemblé, on a été en soutien, on a multiplié notre indignation sur... on a multiplié les plateaux de télé, ça nous a pris bien sûr énormément de temps et on a fait ce choix. On vous a déroulé toutes les actions qu'on avait fait le plus souvent aux côtés aussi et en soutien des habitants, mais malheureusement, on n'a pas la compétence de pouvoir déplacer ce camp. Mais oui, vous avez raison, on est en première ligne et bien souvent à portée d'engueulade et on est là pour vous écouter et c'est bien notre rôle. S'il y a une inaction, elle est du côté de l'État, elle n'est pas du côté des maires. Si, c'est le gouvernement, madame. Madame, soyez objective. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Par rapport à l'engagement qu'elle vôtre, je ne crois pas que vous soyez objectif. Non, je ne crois pas. Madame Maranès, excusez-moi, on se connaît depuis longtemps. Votre plaidoyer pro-gouvernemental est cohérent avec l'ensemble de vos engagements et je le salue. Vous aurez mauvaise grâce de me reprocher de découvrir aujourd'hui le sujet du crack. Alors c'est que vous êtes très mal informé. J'ai été le premier à mettre en place, il y a déjà 2 ans de cela, ce qu'on a appelé un observatoire citoyen de la toxicomanie. On est au travail en permanence, vous le savez bien. On a fait face à la situation à Stalingrad, on a fait face à la situation au Jardin d'Éole et aujourd'hui, on fait face à cette situation. Donc en tout cas, on n'a vraiment pas besoin de se disputer sur des affiliations partisanes qui n'ont pas leur place ici, chère Madame Maranès. Par contre, on a besoin, et c'est une force que nous devons préserver, de rassembler nos forces, nos énergies. Et depuis le début, les habitants
de nos 3 collectivités travaillent ensemble, les élus travaillent ensemble, et on n'est pas dans le jeu, non, c'est pas toi, c'est moi, on a besoin de tout le monde. Chacun a sa place et chacun doit être mobilisé. Moi, la seule chose qui m'importe, n'en doutez pas une seconde, c'est qu'on tourne cette page-là, qu'on trouve des solutions efficaces, dignes et humaines face à ce que nous dénonçons aujourd'hui et à ce que nous supportons. Et pour cela, on a besoin de travailler tous ensemble. C'est vraiment notre démarche. Et moi, je ne serai jamais dans un propos polémique. Et pour vous répondre quand même, jusqu'à il y a un an, le maire de Pantin que je suis ne connaissait pas la situation du crack parce que je n'avais pas de trafic de crack sur ma ville jusqu'au moment où ce camp a été installé aux portes de Pantin. Et j'avais très peu de consommateurs, c'était pas une habitude. On a d'autres soucis, si vous voyez ce que je veux dire, en matière de drogue, mais on n'avait pas le crack. Vous aviez aussi très peu de vendeurs de cigarettes illicites. Moi, j'habite là depuis 98, j'ai toujours voté pour M. Kerr. Et cette année, j'ai voté pour personne. Parce que moi, j'habite au 4 chemins depuis 98. J'ai arrêté mon travail, j'ai arrêté ma vie, entre parenthèses, parce que j'ai un enfant qui a 14 ans. Heureusement qu'il est très bon élève, j'ai pu le mettre dans un lycée, dans un quartier normal. Hein, parce qu'il y a des maires qui œuvrent pour que toute leur ville soit bien. Parce que nous, après le pan, c'est magnifique. Mais du côté des 4 chemins, il y a aussi des gens. Moi, je suis ingénieur en agronomie, ma mère est médecin. Nous ne venons pas d'une famille où. Voilà. Donc, vous avez dans les quartiers des 4 chemins, c'est vrai qu'en apparence, on ne voit que des gens. Voilà. On appelle ça la zone, mais non, c'est pas vrai. Il y a de tout. Donc, moi, j'ai arrêté mon travail. J'ai arrêté toute ma vie. Parce que mon fils, il va au lycée, il sort un peu plus tôt que les autres, vu qu'il va tout droit. Et du coup, je suis obligée de l'accompagner. Moi, je ne peux rien, hein, je ne peux rien faire contre une attaque, mais ça me rassure. Je suis anxieuse, je ne dors pas. Les trafiquants de drogue, vous savez, à la rue Berthier, on les a, et depuis longtemps, bien avant le crack. Les vendeurs de cigarettes n'existaient pas à l'époque. Donc ça, vous aurez dû... Avec tout le respect que j'ai pour vous, et je voterai peut-être l'année prochaine encore pour vous, parce que pour le moment, j'ai rien trouvé de mieux. Mais, non mais c'est vrai, mais je me dis, il vaut mieux quelqu'un qu'on connaît que voilà. Et je sais toutes les difficultés. Mon père était journaliste, on a beaucoup discuté, il est décédé maintenant, mais je sais que mon père, c'est le rédacteur en chef de la chaîne 3 en Algérie, il y a très longtemps. Ouais. Très ouvert d'esprit, très machin. Quand on s'est mis là, moi j'ai dit c'est un quartier populaire, il m'a dit non, c'est bien. Il y aura de tout, tu vas pas te sentir, voilà, je faisais mes études à l'époque et tout ça. Et c'était superbe, on avait de tout dans l'immeuble. Tous les gens bien de l'immeuble sont partis, ils ont été remplacés par des gens qui nous ont massacré l'immeuble, qui nous ont massacré le quartier. Et toutes les menaces que moi je reçois, parce que je suis tout le temps au commissariat, j'ai des dossiers comme ça, on me prend peut-être pour une folle maintenant, parce que voilà, les policiers me connaissent, oui encore vous madame, etc. Donc voilà, moi j'ai peur pour le petit, donc je l'emmène au métro et j'attends qu'il finisse et je le ramène. Il y a les vendeurs de cigarettes qui sont là, mais tout le temps, à 6 h du matin, et ils sont là, donc ça vous pouvez au moins, c'est vrai qu'il y a les patrouilles qui passent, donc ils partent. Moi déjà je trouve que le fait de nous avoir mis ces gens-là du crack dans ce quartier, c'est parce qu'il y a un terrain favorable. Parce qu'il y a des mairies où c'est un peu plus chic, etc. On n'ose pas, parce que le coin est propre. Et nous, comme si c'est dégueulasse, moi le petit me disait, traversez rien que ce mur de la honte. Moi, il n'a rien de honteux, heureusement que vous l'avez mis. Parce que finalement, qu'est-ce que ça aurait été encore pire. Quand on traverse, ça sent le pipi, c'est vraiment... Donc après, pour aller au parc, là où il y a maintenant les toxicos, eh ben, je suis allée une fois, je suis plus retournée. C'est vrai qu'il y a des appareils de musculation, il y a... Voilà, mais qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien parce que vous trouvez un tas de trafiquants qui sont là-bas assis, sur les appareils de sport, qui sont gratuits, et c'est très bien. Mais on n'y a pas accès, nous. Moi, je ne laisserai pas mon fils aller là-bas. Donc, on a une espèce d'insécurité, de mal-être. Moi, je suis quelqu'un de très joyeux, j'adore les gens, j'ai vécu un peu partout. Et bien maintenant, j'ai plus envie de rien, j'ai juste envie de quitter les 4 chemins. Et je me dis, je vais vers Pantin, après le pont. C'est après le pont, on a l'impression d'être dans une ville, mais magnifique, où il y a tout. Alors moi, ce que je vous demande, M. Kern, aujourd'hui,
parce qu'on ne va pas tous venir là-bas. ce serait même pour vous, ce serait impossible. On ne va pas dire, ah ça c'est une fille bien, on l'amène là-bas, et ben vous n'êtes pas bien. Ce serait bien que les 4 chemins soient un peu plus valorisés. Et là, vous verrez que même ce camp-là, eh ben, il n'aura plus autant de... Parce que le gouvernement, ils n'oseront pas emmener leurs trafiquants de crack là-bas, enfin leurs fumeurs de crack là-bas à Levallois ou quelque part. Et ben, ils les ont ramenés chez nous parce que nous aussi, on délaisse un peu les quartiers qui sont un peu défavorisés. Voilà, j'en ai fini. Madame, je confirme que les 4 chemins est un quartier populaire. Je confirme qu'il y a du trafic de cigarettes qui est international et que c'est des réseaux qui sont à démanteler par la police nationale. C'est pas le maire que je suis qui peut démanteler un trafic international de cigarettes qui, par ailleurs, sont fabriqués en Turquie ou au Sénégal et qui comportent des produits nocifs à l'intérieur. On a même retrouvé des excréments lorsqu'on fait des analyses. Donc Madame Franclet a eu une très bonne idée, elle a fait une campagne de sensibilisation que je vais commencer moi aussi au mois d'octobre pour dénoncer ce trafic qui voilà. Après, ma police nationale, depuis le début de l'année, entre Hoche et 4 chemins, a dû saisir pratiquement 10 000 paquets de cigarettes. Mais c'est tellement lucratif qu'il continue. Donc, oui, je sais, mais et ce sont des gens qui sont sans papier et insolvables, donc vous pouvez pas les arrêter, leur coller. Et puis ils sont à Saint-Denis, ils sont à la Courneuve, ils sont partout maintenant. Donc débarrassons-nous déjà des consommateurs de crack, trouvons une solution pour ces malheureux et vous verrez, ce jour-là, ça ira déjà mieux. Oui. Je voudrais parler aux journalistes, si vous voulez bien. Hein, s'il y a des journalistes qui veulent poser des questions. Madame Haos pour Le Parisien. Vous avez dit que vous aviez une réunion, qui sera présent à cette réunion. Et est-ce que vous attendez vraiment des choses nouvelles, sachant que le préfet a changé, mais pas le ministre de l'Intérieur? Et dernière question, par rapport aux JO qui vont arriver, il y a pas mal de projets dans le secteur. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être obligés d'intervenir de toute façon assez rapidement pour faire tous les travaux? En ce qui concerne le préfet de police de Paris, c'est à notre demande qu'on sera reçu début octobre. Il y aura Karine Franclet, François Dagneau et moi-même. Lui, il est chargé de la sécurité. Ce qu'on va lui demander, c'est que dans nos 3 quartiers, il y ait un renforcement de la sécurité. Moi, je vais lui demander à ce qu'il y ait une brigade spécifique qui soit affectée au commissariat de Pantin. Karine va certainement, et François, demander la même chose pour le commissariat d'Aubervilliers du 19e arrondissement. Et tant que le camp de craqueurs n'aura pas été déménagé, que cette brigade spéciale et supplémentaire soit affectée dans nos commissariats pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans nos quartiers. Ça, c'est la première chose. Et après, on va lui demander, au mois de juillet, M. Darmanin lui a fixé une feuille de route et il lui a donné 1 an pour régler le problème du crack à Paris. Donc, on va lui demander quel est le dispositif qu'il compte mettre en place pour mettre fin à ce camp, l'évacuer et mettre à l'abri les gens qui y sont dessus. Donc, je ne peux pas vous répondre ce qu'il va nous répondre, puisque c'est lui qui doit nous répondre. On sait que le préfet de région, M. Guillaume, lui aussi travaille à une actualisation du plan crack. Donc, on attend que les choses bougent pour le début du mois d'octobre. Parce que évacuer un tel camp, ça ne se fait pas en 24 heures. Hein. Ça va prendre du temps. Hein. Donc, on veut savoir quel sera le dispositif. Immédiatement en termes de sécurité, et dans les semaines qui viennent, ou dans les mois qui viennent, on espère que ce sera dans les semaines, la solution face à ce camp. Tu peux dire autre chose? Oui, juste bien rappeler qu'effectivement, à notre demande, nous avons obtenu tous les 3 un rendez-vous avec le préfet de police, mais que le préfet de police, quelle que soit sa bonne volonté et son engagement, n'est qu'un partenaire des dispositifs à mettre en place. L'interlocuteur naturel face à cette situation, c'est le préfet de région qui coordonne l'ensemble des interventions publiques. Et je l'ai eu au téléphone encore récemment, bon voilà, on nous annonce un travail et une réunion du comité de pilotage du plan crack auquel les 3 maires seront évidemment associés. C'est ça la prochaine grande échéance. Mais il y a une urgence en matière de protection de nos concitoyens, en matière de sécurisation du site. Et là, effectivement, c'est une compétence directe du préfet de police. Là aussi, c'est très clair. Hein.
intervention sécurité nécessaire, mais pas suffisante. Il y a tout le volet médico-social, tout le reste qui doit s'articuler. Or aujourd'hui, ça bouge pas au même rythme et pas à la même vitesse. Et c'est ça qu'on veut arracher et obtenir. Et c'est aussi le combat que nous menons. Rapidement pour vous répondre sur les JO. Là, je répondrai à titre personnel. Je pense effectivement que la date des JO, je vois pas comment ils peuvent laisser cette plus grande. Enfin, on est sur quasiment la plus grande scène de shoot d'Europe avec les JO et les délégations et le monde entier. Donc, je pense qu'effectivement, ils n'auront pas le choix que de trouver des solutions avant cette date-là, ce qui prouve bien toute la considération que l'on porte pour nos territoires. Je rappelle, parce que la question qui a été posée tout à l'heure, pour que les choses soient bien claires en termes de compétences, le préfet de police de Paris, en fait, c'est le préfet de police du Grand Paris. Il est compétent sur les polices nationales du 75, du 92, du 93 et du 94. D'où le fait que c'est lui qui est directement responsable des renforts qui peuvent être affectés dans nos commissariats. Visiblement, une voiture qui est en train de brûler sur le périphérique. D'accord. Alors, j'aurais une question, monsieur. Ça ne fonctionne, si, pardon. Je voulais demander à monsieur Dagneau comment il expliquait la différence de la réaction de la mairie de Paris quand il s'est agi de déplacer le camp dans un lieu de la SNCF du 12e. Comment il explique que la réaction a été infiniment plus virulente que quand il s'est agi de les déplacer ici, où monsieur Grégoire semblait extrêmement soulagé et espérait que les toxicomanes se satisferaient de Forceval et qu'ils ne viendraient pas à nouveau dans le 19e. C'est une question que vous m'avez déjà posée, à laquelle je crois vous avoir déjà répondu. Pas de faux débat et pas de mauvais procès. Ce que la ville de Paris a dit, ce que nous disons ensemble, c'est que la réponse à cette situation ne peut pas être on les déplace à l'identique un peu plus loin. C'est ça à quoi on a dit stop. Il y a eu plusieurs déplacements, ça fait des années que depuis le démantèlement originel de la colline du Crac, porte de la Chapelle, ça a été déplacement après déplacement. On voit bien que c'est une impasse. Donc à un moment donné, oui, la maire de Paris, et je crois qu'elle a eu raison de le dire, et aujourd'hui chacun le dit à sa façon, a dit on ne peut pas continuer à simplement déplacer d'un lieu à un autre. Il faut mettre en place des réponses à la hauteur de la situation. C'est ça le sujet. Voilà, c'est ça le sujet. Très bien. Monsieur Grégoire et Madame Hidalgo seront donc à la manifestation du 24 ? Puisque le 24 septembre dernier, M. Grégoire disait que c'était sans doute à cause de la menace de 200 élus en écharpe tricolore que la préfecture de police avait enfin bougé sur ce dossier. Est-ce que du coup on aura le droit vraiment au soutien des élus de Paris? Est-ce que vraiment ils sont de notre côté? Juste une petite chose qui a son importance. Quand le camp a été déplacé au square Forceval, le préfet de police l'a fait sans prévenir. Personne n'était au courant. Quand il a voulu le déplacer dans le 12e arrondissement, il l'a annoncé. 3 mois avant. 3 mois avant. Donc, je peux vous dire que s'il nous avait annoncé 3 mois avant qu'il le déplaçait au square Forceval, là, pour le coup, nous, on aurait hurlé comme ils ont hurlé eux-mêmes. Alors, que vous ayez été pris par surprise, je veux bien l'entendre, mais cette question a été au moins évoquée au Conseil de Paris du 7 juillet 2021. Donc, le choix de l'endroit était déjà fait par le préfet de police. Alors, c'était une rumeur persistante. Que vous n'ayez pas pris cette chose au sérieux, je l'entends. Que vous ayez été surpris et que vous en soyez les premières victimes, je n'en doute pas. Je connais M. Kern. Je sais à M. Kern à quel point ça met en péril des années d'efforts de résorption de l'habitat insalubre. J'ai moi-même habité la rue Magenta. Et tout est à recommencer. C'est-à-dire que tout ce travail est perdu. Et le choix de notre quartier, il n'est pas dû au hasard. C'est une négligence coupable, parce qu'une négligence, finalement, c'est involontaire. On sent bien qu'il y a le projet de faire un hub de misère depuis longtemps à la porte de la Villette, puisqu'on y a mis... c'est là que la BAPSA, avec ses maraudes, amène tous les sans-abri pour la distribution alimentaire. C'est le plus gros centre de distribution alimentaire d'Europe, je crois. L'hôtel B&B ici, il est réquisitionné pour
de l'hébergement d'urgence, il y a des foyers à Doma à proximité, enfin bref. On a décidé de rassembler dans ce quartier toute la misère parce que ce sont les gens les plus misérables qui protestent le moins parce qu'ils croulent sous les soucis, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce qu'ici c'est un quartier où il y a beaucoup d'immigration, d'immigrés qui n'ont même pas le droit de vote, même s'ils travaillent depuis des années ici. Et voilà comment cette chose a été rendue possible. Et je suis surpris de voir que des partis qui sont censés défendre les plus vulnérables soient muets et soient pas présents à nos côtés aujourd'hui. Et je voudrais aussi préciser que le square n'a pas été réquisitionné, qu'il y a eu juste un arrêté, que l'association Villette Village est en train d'attaquer en justice. Il y aura un dépôt bientôt, très bientôt, contre la préfecture de police et contre la mairie de Paris. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait tout à fait dire que la mairie de Paris pourrait être condamnée pour carence fautive dans ce quartier. Il n'y a qu'à se balader, voir l'état, le non-nettoyage de la place Auguste Baron, la rue du chemin de fer, c'est une honte. Et c'est, je crois, à l'image de la considération dans laquelle nous tient et l'État, sans aucun doute, la responsabilité de M. Darmanin, de M. Lallemand et aujourd'hui de M. Douniès, qui était aussi au ministère de l'Intérieur à l'époque, n'est pas contestable. Mais je crois que la passivité de la mairie de Paris est largement coupable sur ce sujet. Juste, ouais, je vais vous répondre sur un point, plusieurs points. Là où je suis d'accord avec vous, on avait déjà échangé sur tous ces sujets la semaine dernière. Je pense comme vous que ces quartiers ne sont pas choisis au hasard et que les habitants, malheureusement, se révoltent moins, sont moins entendus que dans les beaux quartiers. Ça, je suis d'accord avec vous. Vous dire qu'il y a eu une négligence, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a eu une rumeur persistante, effectivement, dans la presse. Ça a été évoqué au Conseil de Paris. Et immédiatement, Bertrand et moi avons fait un vœu au conseil municipal, avons alerté l'autorité d'État, le préfet, et on nous a répondu, je pense qu'on t'a répondu la même chose que moi, non, 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 ne vous inquiétez pas, ce ne sont que des rumeurs. Donc on n'est pas coupable de négligence et nous avons été extrêmement vigilants. Après, on parlait de négligence. Non mais je vais terminer. Je termine. Je vous ai pas interrompu. L'aménagement du non-aménagement de toute cette zone tampon entre Corentin-Cariou et ici. Je termine juste. Après, vous parliez de partis politiques. Je pense que dans des situations comme celle-là, ça va au-delà des étiquettes, ça va au-delà des clivages. Et je pense vraiment, et c'est ce que nous prenons. Nous sommes d'étiquettes sensiblement différentes, même très différentes. Mais c'est ensemble que nous agissons et de telles situations méritent l'unité, et je pense que les partis politiques n'ont rien à faire là-dedans, et que c'est à nous de prendre nos responsabilités en tant qu'élus, et ça doit dépasser les clivages, et c'est aussi pour ça qu'on est main dans la main en soutien avec les habitants, et qu'il n'y a jamais eu de querelles partisanes, et que c'est l'unité et l'efficacité que nous prenons. Je n'ai pas parlé de partis politiques. Cher monsieur, rapidement, en toute sincérité, mais c'est la force du dialogue et du débat démocratique, je ne crois pas que le discours anti-parisien à l'ancienne apporte quoi que ce soit d'utile et d'efficace pour faire face à la situation dans laquelle nous sommes. C'est un retour en arrière. On est aujourd'hui les uns les autres, et si on est là tous les trois, c'est aussi une façon de faire vivre cette réalité métropolitaine. Nos territoires sont mêlés, nos habitants sont les mêmes, ils habitent d'un côté et de l'autre, ils partagent le même territoire, les mêmes galères, les mêmes forces et les mêmes richesses aussi, ne l'oublions pas. Donc moi je ne veux pas m'inscrire dans cette dualité Paris-banlieue, ça a 20 ans derrière nous, ça nous amène pas vers l'avenir, et en tout cas ça ne nous permettra en aucun cas de faire face à la situation. Deuxièmement, Emmanuel Grégoire, sachez-le, même s'il ne vient pas forcément avec des caméras autour de lui à chaque fois qu'il vient très régulièrement porte de la Villette. J'étais avec lui pas plus tard que la semaine dernière sur le site. Il vient très régulièrement, il suit de très près la situation, et là où il est utile et efficace, et nous travaillons avec lui notamment sur le projet de ZAC de la porte de la Villette, vous le savez parfaitement, parce que
il est important de construire la suite et qu'aujourd'hui, effectivement, cette porte, c'est le point de départ. Et la dernière porte parisienne, en tout cas du nord-est parisien, à n'avoir pas été rénovée. Nous sommes au travail avec des échéances, avec des partenaires, avec des réunions publiques. Je vous invite à vous y intéresser puisque manifestement vous êtes concernés. Donc voilà, il y a des perspectives et nous y travaillons. Et je remercie Emmanuel Grégoire de la part déterminante qu'il y prend. Très bien. Et il se déplace et il ne rencontre pas les riverains. C'était une conférence de presse. C'était une conférence de presse pour les journalistes. Donc, je pense que ça les intéresse. Je pense que ça les intéresse, mais j'aimerais aussi que les journalistes puissent s'exprimer. C'est juste une question en Parce que dans notre combat pour obtenir l'évacuation du camp de consommateurs de crack, je le dis très clairement, on a besoin des médias pour que ça contribue à faire pression sur les pouvoirs publics et sur l'État. Donc je reprends. Guillaume Novello de 20 minutes. J'avais une question. En janvier dernier est paru l'arrêté permettant la mise en place des HSA et halte soins santé, enfin ce qu'on appelle improprement salle de shoot. Normalement c'est aux mairies de faire des propositions. On sait qu'il y a beaucoup, notamment les associations qui suivent ces consommateurs de crack, qui disent que c'est vraiment efficace. Il y a beaucoup de villes aussi qui l'ont fait, notamment aux Pays-Bas, en Suisse. Voilà, et donc du coup ça permet vraiment de sortir les gens de ces scènes, donc de les démanteler progressivement. Où est-ce que ça en est? Est-ce que par exemple la mairie de Paris, je m'adresse plutôt à vous monsieur Dagnou, a fait des propositions à la préfecture sur ces HSA? Alors je sais que c'est très compliqué à mettre en place parce qu'il y a besoin de foncier et parce que c'est complètement impopulaire auprès des habitants, mais toutes les associations disent que c'est quand même une des solutions pour en tout cas les sortir et les faire intégrer un parcours de soins, quoi. Je pense que le débat est ouvert et je ne suis pas sûr que tous les collectifs d'habitants partagent le même enthousiasme. Soyons simples. Les HSA peuvent faire partie, à un moment donné, de la réponse. Mais continuer de dire et de penser et de faire penser que c'est la réponse qui va tout régler, je m'inscris en faux. Voilà. Et aucune expérience n'a fait cette démonstration, surtout s'agissant du crack. Donc oui, on a besoin de traiter, de soigner, de prendre en charge les personnes, de les soigner dans l'état où elles sont en addiction. Bon, à un moment donné, ça peut faire partie de la solution, mais arrêtons de mettre ça en avant comme si c'était la grande réponse et la réponse la plus efficace. Sincèrement, j'en doute beaucoup, mais à un moment donné, ne nous interdisons aucune piste et il faudra en effet multiplier les initiatives. Je rappelle qu'il y a un an, la ville de Paris a porté, dans le 20e arrondissement, un projet qui n'a pas abouti dans les circonstances que vous connaissez. Je pense qu'on a besoin de clarifier le fonctionnement, la finalité de ces HSA. Et aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont dépendants de l'État. Je prendrai un dernier exemple. La dernière maire de France à avoir essayé d'ouvrir une HSA, c'est Martine Aubry à Lille, qui a été plantée en race campagne par le ministère de la Santé, qui a dit on arrête, on débranche. Bon, donc je crois que manifestement, du côté de l'État, dont l'engagement, y compris sur le fonctionnement, parce que ouvrir une HSA, c'est bien gentil, vous y mettez quel professionnel, avec quel budget, quels moyens humains, pour faire quoi, quel programme, on accueille combien de personnes. Vous imaginez 2 secondes que les 250 personnes qui fréquentent régulièrement le site Forceval vont passer la journée dans une HSA, arriver le matin à l'heure du bureau, repartir le soir chez eux tranquillement et que tout va être réglé? Certainement pas. Et puis ces HSA pour le crack où il n'y a pas, je le répète, de produits de substitution, on vient y consommer du coke, de la cocaïne, ok? Où est-ce qu'on se la procure? Ça veut dire qu'on installe de fait à proximité un écosystème. Je ne suis pas sûr qu'en zone hyper dense, comme le sont nos quartiers, ce soit la solution première à mettre en œuvre. Ça peut faire partie, là-dessus je suis très à l'aise, du panel de solutions, mais dans un ensemble beaucoup plus vaste, où il faut des parcours et des réseaux. Des parcours de soins et des réseaux d'équipement. Et de mon point de vue, à bonne distance justement des scènes historiques de crack, parce que c'est une drogue qui est tellement addictive que si on reste à proximité, c'est évidemment, chacun le comprendra, encore plus compliqué de s'en défaire et de prendre du recul. Donc oui, je pense qu'il faut éclater les réponses et disséminer les dispositifs. C'est ça la clé de l'efficacité. Mais voilà, soyons honnêtes et
avec beaucoup d'humilité. Si quelqu'un avait la solution miraculeuse, ça se saurait. Ça n'est pas le cas, donc ne nous interdisons aucune piste, mais ne nous enfermons dans aucune piste. Je prendrai juste la parole en tant que maire d'Aubervilliers sur ce point qui fait peut-être débat au sein des collectifs où on n'a pas exactement la même position. S'il est évident, et je suis absolument convaincue qu'on est sur des personnes qui sont malades d'addiction, il faut leur apporter des soins. En revanche, moi, ma position est claire. Ça fait 2 ans que je me bats dans la ville, la deuxième ville la plus pauvre de France, où on met des moyens considérables pour essayer de redresser la barre, pour essayer de redévelopper les potentialités de la ville, de redonner un cadre de vie agréable. Donc moi, en tant que maire d'Aubervilliers, je m'opposerai à toute structure sur ma ville. Parce que chaque territoire doit faire... Chaque territoire doit faire sa part et je pense que nous en faisons déjà largement assez. On lance un appel à la mobilisation en soutien aussi. Et quelles avancées vous espérez? Écoutez, depuis 1 an, on a absolument tout essayé. On a manifesté, on a attaqué en justice, on s'est même déplacé sous les portes de Matignon en espérant être en vain reçus. On a multiplié les plateaux de télé pour crier notre indignation et notre colère face à tant de mépris pour nos habitants, pour ces personnes malades d'addiction. Donc on cherche tous les leviers possibles, inimaginables. Donc en tant que citoyenne d'Aubervilliers, Bertrand Kern en tant que citoyen de Pantin, nous allons saisir la défenseure des droits et inciter les habitants. C'est pour ça que nous avons créé un kit pour qu'ils puissent saisir facilement la défenseure des droits pour multiplier ces demandes pour voilà, un nouveau levier d'alerte, nous l'espérons, même si depuis cet été, nous sommes quand même satisfaits de voir qu'il y a plus d'opérations de police depuis l'arrivée du préfet Nunez. Et c'est l'occasion aussi de saluer le travail de nos polices nationales sur le terrain et avec nos 2 polices municipales qui apaisent quand même la situation, mais ce n'est pas suffisant. Et mais qu'elle sollicite, elle, en tant que défenseur des droits, le gouvernement et que ça puisse accélérer une issue à ce plan crack et voilà, tout simplement accélérer les choses. Et si tous les faisceaux se mobilisent, et c'est collectivement et dans l'unité qu'on arrivera à trouver une solution. Vous y croyez encore? Vous parliez tout à l'heure dans votre discours de lueurs d'espoir, justement, depuis l'arrivée des contrôles qui se multiplient. C'est l'état d'esprit actuellement, 1 an après. Écoutez, vous savez, quand on est maire d'une ville comme Aubervilliers, une ville complexe, il faut être extrêmement déterminé et toujours optimiste. Donc forcément, j'y crois encore et c'est ce qui me donne l'énergie de me battre. Ce que vous dites, c'est qu'on va dans le bon sens avec ce qui se fait ces dernières semaines avec l'arrivée du nouveau préfet. Alors, on sent que ça bouge. Je veux dire, pendant 1 an, on n'a même pas été reçus. Là, on voit, on a un nouveau préfet de police qui nous met des moyens supplémentaires. Alors, c'est pas encore suffisant, mais moi, je le vois comme un signal positif. Mais on est déterminé. Et ce que nous, on demande, c'est le déplacement de ce camp de crack et dans l'attente, évidemment, des moyens supplémentaires pour protéger nos habitants. Non, rien n'a évolué, au contraire, la situation s'est dégradée et voilà, c'est tous les jours des témoignages de gens agressés, terrorisés quand ils se rendent au métro, avec des toxicomanes dans leur cage d'escalier et ça on ne peut pas le supporter. Juste un mot sur la mobilisation, grande mobilisation que vous mettez en place ce samedi, 1 an jour pour jour après. Mais écoutez, samedi, on appelle tout le monde à venir manifester à partir de 16h pour voilà, manifester notre détermination et notre mobilisation à avoir une issue arrivée la plus rapidement possible. Non, après que ce mur là, qui est derrière vous ait été érigé, quel bilan vous tirez de cette situation? La situation s'est enlisée, elle s'est malheureusement alourdie avec l'installation depuis 1 an d'un camp de crack où le deal se fait à ciel ouvert, où des personnes sont en grande souffrance et dans un quartier dont les habitants sont en danger et souffrent de cette situation d'insécurité et de confrontation
situation à une forme de déchéance humaine qu'il est insupportable de constater tous les jours. Vivre dans un quartier avec des gens couchés par terre qui vous sollicitent, vous interpellent, vous agressent parfois et dans un état de dénuement et de délabrement psychique, social, sanitaire et un comportement anxiogène, c'est juste insupportable. Donc cette situation ne peut pas durer. Nous sommes là pour relayer et exiger que l'ensemble des pouvoirs publics se mobilisent à la hauteur du défi, à la hauteur de l'enjeu, pour mettre un terme à une situation qu'objectivement personne n'aurait tolérée ailleurs que dans les quartiers populaires. Objectivement, mais malheureusement depuis un an, les recours, les actions en justice se multiplient et statu quo. Que va changer selon vous de saisir la défenseur des droits? Est-ce que c'est une action, j'ai pas envie de dire désespérée, mais une parmi tant d'autres, ou est-ce qu'il y a eu un vrai espoir dans cette saisie? La mobilisation des élus, la mobilisation des habitants depuis un an a aussi porté ses fruits. Il y a aujourd'hui plus de 500 hébergements accompagnés, donc autant d'usagers qui ne dorment pas à la rue, et c'est aussi une façon d'apaiser trop insuffisamment la situation, mais c'est déjà ça. Aujourd'hui, nous avons fait progresser le débat. Tout le monde est conscient qu'il y a la nécessité de mener une action résolue contre les trafics et contre tous ces gens qui gagnent beaucoup d'argent en exploitant la déchéance des autres, et qu'en même temps cette action de police elle est nécessaire mais pas suffisante, et qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une mobilisation à bon niveau des autorités médicales. C'est ça aujourd'hui qui fait principalement défaut, des capacités de prise en charge psychiatrique, parce qu'il y a toute une partie des personnes qui relèvent de toute évidence de la psychiatrie, des capacités supplémentaires en hôpital pour des services d'addictologie, bref, une diversité de solutions et de palettes, sans s'enfermer dans aucune solution et sans écarter a priori aucune solution. Mais cette mobilisation-là de l'État, on a besoin de ce partenariat, elle doit être au rendez-vous sur tous les aspects. Pour la sécurité, il y a des progrès, mais ça reste à confirmer. Mais aujourd'hui, ce qui fait principalement défaut, ce sont les interventions de santé publique. Et on a besoin de tous ces partenariats pour faire face et mettre fin à cette situation. Quand vous entendez, on souhaite éradiquer le crack d'ici un an, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous y croyez? Est-ce que vous êtes dubitatif? Est-ce que vous dites, bon, on est peut-être au bout du tunnel? J'entends d'abord la prise en compte de la réalité et de l'exigence que la situation fait porter sur les ministres et le gouvernement. C'est une victoire quelque part, parce qu'il y a un an, ce n'est pas le discours qu'on entendait. Aujourd'hui, nous avons imposé à l'agenda du gouvernement la situation du crack à la porte de la Villette. Et de ce point de vue-là, nos mobilisations ont été utiles et ont porté leurs fruits. Maintenant, il faut passer à l'action. Et maintenant, il faut que cette mobilisation se traduise, se concrétise par des dispositifs, notamment de santé publique, qui permettent de mettre un terme à cette situation, qui permettent de sortir de cette situation catastrophique les personnes qui s'y trouvent et de ramener la tranquillité, la sérénité et la paix dans les quartiers qui aujourd'hui sont en souffrance. C'est ça. Et ce qui est hallucinant, c'est que les Mali prennent le métro et tout ça. Mais chez nous, ce qui joue, un an après le fait que ce mur ait été construit, vous annoncez saisir la défenseur des droits. Dans quelle optique, qu'est-ce que ça peut changer? J'estime que les droits et les libertés des habitants des 4 chemins sur Pantin-Aubervilliers et du 19e arrondissement ne sont plus respectés, ne sont plus effectifs. Donc la défenseur des droits est compétente, lorsque les droits et les libertés ne sont plus respectés, pour enjoindre l'État de les rétablir. Donc on va lui écrire pour qu'elle rétablisse notamment 2 libertés fondamentales, 2 droits fondamentaux qui sont la liberté d'aller et de venir et le droit à la protection de la santé pour les consommateurs de crack. C'est une sorte de pression supplémentaire? Oui, c'est une mobilisation supplémentaire à un triste anniversaire d'1 an. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur avait dit à l'Assemblée nationale ils ne resteront là que quelques heures, quelques jours, et maintenant ça va faire 365 jours. Et pendant ces 365 jours, de nombreuses actions en justice, recours ont été déboutés. Est-ce que, du coup, vous avez toujours, j'imagine, l'espoir, votre rôle de maire, en même temps d'y croire toujours, mais concrètement, est-ce que vraiment vous pensez voir le bout de cette histoire? Là, on voit qu'à l'arrivée, ça bouge peut-être un peu plus avec l'arrivée du... Alors,
Nos recours en référé ont été rejetés, mais par contre, au fond, ils sont toujours pendants. Donc aujourd'hui, on sait que ça va prendre des mois et des années pour avoir une décision d'une juridiction. Donc la défenseur des droits, c'est pour accélérer les choses, c'est pour aller plus vite. Parce qu'elle peut, encore une fois, faire des recommandations ou enjoindre l'État à prendre les mesures nécessaires pour rétablir les droits et les libertés. Karine Franklin parlait de lueur d'espoir avec les actions menées par le préfet de police nouveau depuis mi-juillet. C'est la même chose pour vous? Oui, il y a un changement notable depuis le mois d'août. Le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, d'abord nous répond, alors que le précédent ne nous répondait pas. Il nous a donné un rendez-vous début octobre aux 3 maires. On va aller lui demander de renforcer les commissariats de police de nos communes qui en ont bien besoin tant que le camp de consommateurs de crack ne sera pas démantelé. Et puis on voit bien qu'il y a un des acteurs qui est nouveau et qui fait quelque peu bouger les choses. Mais on bouge au niveau sécurité, mais on ne bouge pas au niveau sanitaire et social. Et on le sait, évacuer le camp c'est une chose, mais les mettre à l'abri et les prendre en charge au niveau médical et social, c'est une autre chose. Et pour le moment, on attend que le préfet de région actualise le plan crack et nous propose un dispositif qui soit complet. Vous entendez éradiquer le crack d'ici 1 an, objectif atteignable selon vous, ou vous partez trop loin? Non, si on y met les moyens, c'est atteignable. Mais il va falloir mettre les moyens et faire quelque chose qui soit massif et simultané. Un mot juste sur les habitants 1 an après, dans quel état d'esprit ils sont? Est-ce que vraiment il y a de la résignation de leur côté et de la colère encore un peu plus? On l'a entendu un peu tout à l'heure. Il y a à la fois de la résignation et de la colère, il y a à la fois du désespoir et de l'espoir, il y a à la fois la volonté de se battre et de ne pas accepter l'état des lieux. C'est un état des lieux qui est catastrophique. Vous avez des commerces qui perdent entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Vous avez une association comme Emmaüs Coup de Main qui s'est fait casser sa vitrine à plusieurs reprises, casser la porte, voler, et qui me dit « Monsieur le maire, je vais quitter les 4 chemins à Pantin ». Vous avez des personnes qui n'arrivent pas à vendre leurs biens dans le quartier à cause de ces consommateurs de crack. Et vous avez quotidiennement des gens qui sont agressés, des portes qui sont défoncées, des consommateurs de crack qui viennent uriner, déféquer dans les halls d'entrée, qui dorment sur les paliers. C'est un enfer et c'est une catastrophe et ça ne peut pas durer. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup. Juste un mot sur les lettres que vous avez montrées tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vous disent les habitants? Ils nous disent ce que nous disent les habitants, c'est qu'ils n'en peuvent plus, et qu'il faut absolument obtenir l'évacuation du camp pour que le quartier retrouve un tant soit peu de tranquillité. Vous avez beaucoup de lettres? Oh, une 80. 80 en 1 an, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ça dénote un enfer. Il faut savoir que les jeunes femmes n'osent plus se sortir seules, se promener seules dans le quartier des 4 chemins. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui se font agresser parce que le consommateur de crack est quelqu'un qui est dans une addiction tellement forte, c'est un malade pour moi, que pour avoir les 10, 15 ou 20 euros dont il a besoin pour se payer sa dose, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Vous pouvez juste me montrer... Ouais, j'allais le montrer. Vous pouvez nous expliquer là, du coup, ce que vous avez en main? Eh bien, ce sont des photos envoyées par les habitants du quartier des 4 chemins où on voit de consommateurs de crack. Voilà. Là, c'est une seringue, parce qu'ils sont polyconsommateurs, comme on dit. Là, vous avez vous voyez, appel à l'aide, crack à la Villette. Appel à l'aide, crack à la Villette. C'est des mails de Continois. Voilà, c'est avec des photos qui sont assez parlantes. Vous pouvez nous montrer les photos peut-être? Alors, je vais vous en sortir une qui est particulièrement... Vous allez la retrouver, je suis pas heureux. Voilà, par exemple. Vous retrouvez ça sur l'entrée de votre immeuble. Un consommateur de crack qui est complètement inerte et qui dort à moitié devant la porte de chez vous. Ça, c'est pas acceptable? Non, c'est pas acceptable. On n'est plus en République quand c'est comme ça. Ça veut dire que les droits et les libertés sont plus respectés, d'où la saisine de la défenseure de droits. Et vous, en tant que maire, recevoir autant de lettres de vos concitoyens, ça doit forcément aussi... Regardez, cette photo est parlante. Vous avez sur une piste cyclable un consommateur de crack qui est inerte, qui est au milieu de la voie cyclable, et les vélos ne peuvent plus passer. Et c'est une situation de détresse qui est terrible.
Moi, écoutez, je suis maire depuis 21 ans. C'est un quartier d'habitat indigne, c'est un quartier populaire sur lequel la mairie met beaucoup de moyens. L'État aussi nous aide avec le renouvellement urbain. Et on a l'impression qu'en un an, ils ont ruiné 10 ans d'efforts. C'est catastrophique. Mais on va se battre. Merci. Merci beaucoup. Il va bien falloir parce que personne ne veut être filmé. Alors, j'ai bien conscience que. Je vais prendre votre. Alors je prends juste votre. C'est quoi la situation là? Comment ça a bougé depuis un an dans ce square? Alors comment ça a bougé? Ça a bougé négativement puisque au départ il s'est agi de déplacer 150 consommateurs de crack. Donc le ministre de l'Intérieur et le préfet allemand ont inventé la mise à l'abri en plein air, en plein hiver. Donc ça donne quoi? Ça donne une surface de 10 000 m², une surface commerciale offerte aux dealers. Un lieu où tout est possible, où tous les toxicomanes d'Île-de-France et de plus loin peuvent venir pour y passer un après-midi sympathique. On sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près, malgré les 500 places d'hébergement qui ont été données qui ont été offertes, proposées aux toxicomanes, il y a encore 150 personnes qui dorment sur le camp, mais il y a 1500 personnes à peu près, d'après la police, qui fréquentent quotidiennement le camp pour aller acheter, vendre, consommer sur place. On n'y trouve bien sûr pas que du crack, hein. On y trouve tout, qui peut le plus, peut le moins. Donc toutes les pratiques sont autorisées sous l'œil bienveillant et impuissant de la police. Vous, en tant que riverain, vous êtes en colère, vous êtes exténué, c'est quoi votre sentiment? J'ai la rage. J'ai la rage parce que on est un territoire qui est méprisé. Méprisé par les pouvoirs publics, méprisé aussi par la ville de Paris, parce qu'il faut le dire, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder l'avenue de la Porte de la Villette, de regarder le rond-point de la Porte de la Villette, de regarder les petits bouts de rue qui sont sous la responsabilité de Paris. Je pense à la rue du Chemin de Fer, bien sûr, où le camp a été installé. C'est un endroit qui est à l'abandon depuis toujours. Et on se rend compte que ces déplacements, d'ailleurs, précèdent toujours des rénovations urbaines. C'était le cas à La Chapelle. Et d'ailleurs, M. Grégoire, le 24 septembre dernier, disait « Est-ce que c'est normal que les riverains ne puissent pas profiter des millions d'euros d'investissement qui ont été faits dans des équipements ?» Eh bien, c'est ça qui justifie aujourd'hui ce déplacement, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a jamais un euro qui a été mis. Pour notre quartier pauvre, un des plus pauvres de France, il faut quand même le rappeler. Il faut quand même rappeler que le ministre de l'Intérieur a mis ce camp à proximité d'un quartier qu'il venait de labelliser quartier de reconquête républicaine, reconnaissant par là que la sécurité n'y était déjà pas assurée et qu'il y avait d'énormes problèmes de délinquance. Et il a rajouté ce fléau, ce seul qui nous manquait. Quand le préfet dit que le crack va être enlevé d'ici un an, vous y croyez, vous? J'y crois pas du tout et j'y vois surtout un moyen de prolonger, de faire une espèce de renouvellement tacite du bail du square Forceval en un an. Comme il avait dit que ça ne serait que pour quelques heures et quelques jours, aujourd'hui il ne veut pas s'y faire reprendre, donc il se donne un an. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que certains élus semblent s'inscrire dans ce temps long. Je voudrais rappeler que quand la commissaire du 18e arrondissement, quand il y avait la colline du crack, avait expliqué pourquoi c'était une catastrophe. C'était une catastrophe parce que ça faisait un point justement facile de connexion et sécurisé entre les dealers et les consommateurs et que ça faisait exploser le trafic. Et elle disait qu'il fallait démanteler la colline du crack, qu'il fallait l'exploser à tout prix pour rendre la tâche difficile aux dealers, pour désorganiser le trafic et pour faire que pour rendre plus difficile la rencontre entre le toxicomane et le dealer. Et obliger le dealer à prendre des risques. Donc le discours qui consiste à dire ne faisons rien tant qu'on n'a pas une solution complète pour tout le monde, qu'on n'aura pas installé des HSA
qui, en l'occurrence, pour le crack, ne servent à rien. Il y a 0 sortie d'addiction à la SCMR de la Riboisière. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on peut agir. Déjà, il y a une loi à changer. C'est-à-dire qu'il y a tous ces gens qui ne sont pas en mesure de prendre soin d'eux-mêmes, qui ne sont pas en mesure de prendre une décision. Aujourd'hui, la loi, elle dit qu'il faut qu'ils soient vus par 3 médecins, je crois, dans la même journée, ou une chose impossible. Déjà, vous ne ferez pas venir un médecin sur le square, encore moins 3 médecins. Donc, qu'est-ce que vous imaginez en fait? Alors, ce qu'il faut quand même soulever, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais alors, on les met chez nous, on nous apporte un problème que nous n'avions pas, et on nous dit « Oui, mais enfin, vous êtes marrant maintenant, ces pauvres gens, qu'est-ce que vous allez en faire, dites ?» Il faut bien une solution. Donc, on se retrouve avec le problème, et ce sont les pouvoirs publics qui se retournent vers nous pour dire « Mais alors, oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez comme solution ?» Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les associations, dont je ne doute pas qu'elles sont composées de personnes humaines et pleines de bonne volonté, qui sont subventionnées à hauteur de 800 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien, rendent des comptes. C'est-à-dire, moi je voudrais savoir combien de personnes sont sorties de l'addiction. Quand on pose cette question, on nous fait comprendre que ça n'est pas l'objectif, et c'est vrai, ça n'est pas l'objectif, la sortie de l'addiction. Le seul objectif de ces associations, c'est la réduction des risques, c'est-à-dire de se shooter proprement.